Bonjour, alors on est parti là sur le lemme de Brouwer. À la fois, c'est vraiment un résultat intéressant, c'est un développement qui peut se placer à la fois dans des leçons sur les groupes finis, sur les groupes de permutation, mais aussi sur les problèmes de réduction d'endomorphisme, etc. Donc tout de même, gros placement. Sur Internet, vous allez le voir sous la forme de théorème de Brouwer. Moi, j'ai envie de dire lemme de Brouwer et même petit lemme de Brouwer. C'est pas parce que le lemme est petit en soi, mais c'est parce que Brouwer est très grand et que Brouwer, tout ce qu'il a fait, vu les vrais théorèmes de Brouwer qu'il y a en théorie des représentations, ça fait bizarre de le voir appelé théorème de Brouwer. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que si sigma est une permutation de Sn, alors la matrice de permutation P sigma qui lui correspond, vous connaissez bien, donc on va rappeler quand même, qui est dans GLN de K. Alors K, ça va être un corps pour l'instant, on ne dit rien sur le corps, c'est un corps quelconque pour l'instant. Sa matrice de permutation, donc, eh bien, on a l'équivalence entre le fait que qu'une permutation est conjuguée à sigma dans Sn, et que la matrice de permutation de sigma prime est conjuguée à P sigma, cette fois-ci dans GLN. Voilà. On peut le voir, on va voir rapidement qu'on peut voir ceci comme un résultat de théorie des représentations. Ça n'en fait pas un développement de théorie des représentations. Il n'y a pas assez de théorie des représentations dedans. D'ailleurs, K étant quelconque et le programme d'agrègue étant pour les représentations sur C, ça n'en fait pas. Mais en revanche, je le répète, il y a un gros placement à l'agrègue externe, surtout. À l'agrègue interne, bon, c'est quand même un peu exigeant pour l'agrègue interne, mais les gens d'agrègue interne peuvent regarder ce qui se passe, surtout la première partie en caractéristique 0, c'est très faisable. Alors on va voir les prérequis. Le premier prérequis, c'est le morphisme de groupe entre Sn et GLN de K. Sn, le groupe des permutations, qui est plus à présenter, et GLN de K encore moins. Donc qui a sigma donne P sigma, ce qu'on appelle la matrice associée à la permutation, la matrice de permutation, qui est définie par, on l'a définie sur la base canonique de Kn, c'est-à-dire P sigma, appliqué en EJ, c'est E sigma de J. Voilà. Donc ça définit entièrement, évidemment, P sigma. Et bien sûr, en tant que matrice, il va y avoir que des 0 et des 1, d'accord? Et un seul 0 par ligne, un seul 0 par colonne, qui va représenter le fait que sigma est une bijection. On a P tau multiplié par P sigma. Quand on l'applique à EJ, ça fait P tau sur E sigma J, donc ça fait E tau rond sigma de J. C'est-à-dire, puisque c'est vrai sur une base, eh bien, on pourra affirmer au niveau matriciel que P tau fois P sigma, c'est égal à P tau rond sigma. Et pareil, P tau moins 1, forcément, ici, ça va faire P tau le tout moins 1. C'est-à-dire qu'ici, on a un morphisme de groupe. Alors ça, c'est un prérequis. Un second prérequis qui est important, parce que ici, vous voyez bien qu'on a déjà l'implication, ici. Parce que si sigma prime est conjugué à sigma, ça veut dire que sigma prime va être égal à tau rond sigma rho tau moins 1, et donc ça veut dire que P sigma prime est égal à P tau fois P sigma fois P tau moins 1, puisqu'on a un morphisme, et donc on a bien qu'elles sont conjuguées. Ça, c'était pas la partie la plus difficile. Remarquez que ce morphisme est injectif, et finalement, ça représente un peu cette injection de Sn en tant que groupe dans GLN de K. Voilà, ça c'est ça qui est important dans cette histoire, qui fait que l'implication est très très naturelle. Maintenant, le deuxième prérequis, c'est que en fait, il va falloir regarder l'implication inverse. Il va falloir, à partir du fait que ces deux matrices sont semblables dans GLN, donc là, on n'a plus
ce P taux, c'est juste un P tout court, qui n'est pas forcément une matrice de permutation, il va falloir récupérer une conjugaison dans Sn. On voit bien que là, l'espace est en train de se contracter, hein, et que là, ça va être un peu plus difficile de rentrer le pied dans la chaussure. Alors maintenant, qu'est-ce que on a? On va avoir besoin d'un critère qui nous dit que sigma prime est conjugué à sigma. Ce critère, faut pas attendre de la conjugaison dans GLN que le critère vienne de l'existence de taux. Ça, ce serait vraiment ce serait un rêve fallacieux. Et taux ne va pas débarquer comme ça. Il va falloir un critère. Alors, un critère de conjugaison dans SN, il y en a un qu'il faut mettre dans toutes les leçons sur les groupes de permutation, c'est que deux permutations sont dans la même classe de conjugaison si et seulement si elles ont même partition associée. Voilà, c'est très très simple, c'est beaucoup plus simple que les matrices semblables, hein, voilà, où il faut vraiment des tas de conditions assez fortes, hein, dans le cas général, mais là ici, c'est assez simple, c'est juste une partition. Je vais expliquer ce que c'est que les partitions associées, si vous ne le connaissez pas. Donc, à sigma dans Sn, on associe la partition pi de sigma, qui va être une partition du nombre n. Donc une partition, c'est des nombres entiers positifs, hein, dont la somme est strictement positive, hein, qui sont ordonnés, du plus grand au plus petit, et dont la somme fait n. Et là, on va lui associer la partition de n des longueurs de cycle de la décomposition en cycle à support disjoint de sigma, qui est unique à permutation près, donc on peut toujours en tirer une partition. Donc c'est bien défini. Alors attention, sauf que quand on pense décomposition en cycle, on pense en cycle de longueur entre 2 et n, mais il y a aussi les cycles de longueur 1, les cycles singletons, qui vont correspondre aux éléments invariants de sigma. Donc donnons un exemple tout de suite. Prenons dans S8, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la permutation 1, 2, 3, alors ça c'est le cycle 1, 2, 3, fois 4, 5, fois 7, 6, 7, et donc on ne voit pas 8, parce que 8 est invariant ici. Donc la partition qu'on va lui associer, la partition 3, 2, 2 et 1. Donc il ne faut pas oublier ce 1. Donc je rajoute ici le 8, ici, comme cycle singleton, en quelque sorte. Voilà, et ça, c'est ordonné, hein, du plus grand jusqu'au plus petit, avec des supérieurs ou égales, c'est important, hein, parce qu'ici vous avez 2 qui est égal à 2 ici, et qui est une partition de 8, puisque 3 plus 2 plus 2 plus 1, ça fait 8. Voilà. Donc maintenant, ce que j'affirme, et c'est ça dans les prérequis, qu'on peut démontrer à l'intérieur du développement évidemment, c'est que sigma prime est conjugué à sigma si et seulement si pi de sigma prime, donc la partition, hein, la partition 3, 2, 2, 1, est égale à pi de sigma. Alors effectivement, hein, c'est facile à démontrer, à partir de la formule de conjugaison, donc c'est la formule de conjugaison, si vous avez un cas cycle, là ici, représenté par I1 jusqu'à IK, de façon cyclique, et que vous conjuguez par taux, eh bien vous obtenez un cas cycle, taux de I1 jusqu'à taux de IK. Voilà. Donc ça c'est forcément, vous voyez bien que si vous conjuguez un sigma, d'accord, qui va être représenté par exemple par celui-ci, étant donné que la conjugaison est un automorphisme de groupe, vous pouvez voir votre conjugué de ça comme le produit des conjugués de chaque cycle, appliquer ensuite cette égalité, et voir par unicité de la décomposition en cycle à support disjoint que la partition va être exactement la même. Puisqu'ici on avait un cas cycle, et on a encore ici un cas cycle. Donc voilà, déjà, on voit que si on a ça, alors on a ça. Maintenant, si les deux partitions sont égales, d'accord, eh bien, vous allez avoir une conjugaison entre sigma prime et sigma. Vous pouvez le voir ici sur l'exemple, c'est très très facile.
ce serait très besogneux de le faire plus généralement, il faudrait des grosses notations. Mais en gros, hein, prenons quelque chose qui a le même pattern hein, que ça, donc 2, 8, 5, 3, 1, 7, 4, donc vous voyez que c'est du 3, 2, 1, et là j'ai oublié, donc je ne l'ai pas oublié vraiment, mais c'est qu'on ne met pas généralement, 6 en cycle singleton, en un cycle si vous voulez. Eh bien, comment vous allez faire pour montrer que sigma prime ici est conjugué à sigma ici? Vous allez prendre taux qui envoie 1 sur 2, 2 sur 8, 3 sur 5, 4 sur 3, 5 sur 1, 6 sur 7, 7 sur 4, et enfin 8 sur 6. Après, c'est pas le seul, hein, vous pouvez aussi faire des croisements là-dedans, mais en gros, ce taux va marcher, et d'après la formule de conjugaison d'un classique. Bien, donc on a ce critère de conjugaison par les partitions. C'est ça qu'on va essayer d'obtenir. On va essayer, à partir de P sigma, de lui faire cracher sa partition. Voilà. On va faire cracher sa partition sous une certaine forme. Plus précisément, je vais appeler, ici, je vais regarder juste nu indice L de sigma, le nombre de cycles de longueur L que l'on obtient dans la décomposition en produit de cycles à support disjoint. Par exemple, ici, vous allez avoir, alors L allant de 1 à N, hein, évidemment. Alors, des cycles de longueur 1, nu 1, ça va te faire 1. Nu 2, il y a 2 cycles de longueur 2. Nu 3, on va avoir un cycle de longueur 3. Et nu L, pour L supérieur, strictement supérieur à 3, ça va être égal à 0. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que la donnée d'une partition est la donnée du n-uplet des nu L, et on va voir que l'on peut tirer de P sigma la donnée des nu. Ok. Donc là, on a dit qu'on allait extraire de P sigma, de sa classe de conjugaison, hein, de P sigma, la classe de conjugaison de sigma, mais cette fois-ci dans Sn au lieu de GLN, juste avec des invariants de similitude et ensuite des invariants de conjugaison ici. Mais des invariants de conjugaison, il n'y en a pas 36, c'est les partitions. Ou alors les nu L, tels qu'on les a définis tout à l'heure. Alors allons-y. On a TK. On va poser TK, qu'on appellera aussi TK de sigma, quand il y aura sigma prime, hein, la trace de P sigma puissance K. C'est effectivement, hein, d'accord, si deux matrices sont semblables, leurs puissance K sont aussi semblables, et la trace de leur puissance K sont égales. Bon. Et donc ici, on va prendre ça comme invariant de similitude. Alors, ici, ça nous fait la trace de P sigma puissance K, donc là, pas de problème. Et qu'est-ce que c'est que la trace? C'est le nombre, étant donné que c'est des matrices avec que des 0 et des 1, là, la trace, ça va être le nombre de 1 qu'on va avoir sur la diagonale. Et donc, c'est le nombre d'invariants que l'on va avoir de sigma K. Le nombre d'invariants de sigma K. Et il faut calculer en fonction de sigma et des invariants qu'on a sur sigma, hein, les invariants de sigma K. Alors allons-y. Commençons dans le cas où sigma est un L cycle. Quel est le cardinal, hein, quel est le nombre d'invariants de sigma K? Alors je vais regarder son nombre d'invariants dans le support de sigma, parmi le support. Je me fiche du reste. Mais parmi le support de sigma, eh bien, l'ordre de sigma, comme c'est un L cycle, il est d'ordre L. Donc, si K est un multiple de L, il est multiple de l'ordre de sigma, et sigma puissance K, ça va être l'identité. Et comme c'est l'identité,
Le nombre d'invariants, ben, c'est tout le monde. Attention, tout le monde, je dis dans le support. Dans le support, ça veut dire qu'il y en a N. Voilà. Donc, il y en a N. Et sinon, eh ben, j'affirme que si K n'est pas multiple de L, ben, c'est 0. Pourquoi? Prenons sigma égale I1 jusqu'à IL. Et on va appliquer sigma K à IJ. Donc, un IJ qui est ici. Ben, ça fait, on le sait, I indice J plus K. J plus K étant pris modulo L. Bon. Ben, vous voyez que si K n'est pas égal à 0 modulo L, eh ben ça, c'est différent de IJ. Voilà. Bon. Donc, c'est différent et c'est pas invariant et il n'y a aucun invariant. Donc, il y a 0 invariant si K n'est pas multiple de L à cause de cette formule. Bien. Maintenant, passons au cas où sigma est produit de cycles, de L cycles à support disjoint. Alors, quand je dis L cycle, je compte aussi les 1 cycle, pour rappeler. Donc maintenant, comme c'est à support disjoint, tout ça, ça commute. Donc quand je vais faire à la puissance K, bah, ça correspond à chaque cycle, un produit de cycle à support disjoint aussi, puissance K, qui va lui-même se décomposer. Mais maintenant, je dis que en tout, là, les invariants dans EN, ça va être la réunion des invariants qu'on va avoir dans chacun, puisque les supports sont disjoints. Donc, on le sait, ça veut dire que on va avoir TK égale, et on aura L, ici, à chaque fois que L divise K. Donc, avec la multiplicité, évidemment, nu L, que j'ai appelé nu L de sigma. Voilà. Donc, TK est égal tout simplement à cette somme-là. Donc, regardons ce que ça donne. Ça donne T1 égale, on veut que L divise 1. Ça fait nu1 de sigma. Alors, nu1 de sigma, c'est tout à fait naturel, hein, nu1 de sigma, parce que T1, si on regarde bien, c'est la trace, donc c'est les invariants de sigma. Donc, les invariants de sigma, dans la décomposition, ça va correspondre au nombre de cycles de longueur 1. C'est ça les invariants. Hein, comme on avait vu dans l'exemple tout à l'heure, avec 8, qui était l'invariant qui correspondait au cycle 8 de longueur 1. Donc, c'est nu1 de sigma ici. T2, qu'est-ce que ça va être? Ça va être nu1 de sigma, fois 1, hein, plus nu2 de sigma, fois 2, plus 2, nu2 de sigma. T3, ça va être nu1 de sigma, comme c'est la divisibilité, 3 le premier, voilà. Vous imaginez T4. De toute façon, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un système linéaire, on va avoir T1 jusqu'à Tn, ça, c'est nos invariants de similitude. Rappelez-vous dans la preuve du critère de nilpotence par la trace, c'est exactement ce qu'on est en train de faire quelque part ici. Donc, que vous pouvez trouver dans Carnet de voyage en algébrique. Eh bien, il y a une matrice qui envoie les nu L sur les TK. Donc, qu'est-ce que j'ai à partir de là? Je récupère les TK, mais pour arriver là, j'ai besoin des nu L. Donc, il me faut A inversible. Ok. Est-ce que A est inversible? Ça, c'est une bonne question. D'accord? Et il faut faire attention, quand ça sent l'écurie, quand on est proche de l'arrivée, c'est là qu'on se plante. On se dit, c'est réversible, puisque c'est triangulaire, avec des noms nuls sur la diagonale. Mais, est-ce que vous voyez le mais? Le mais, c'est qu'on a pris la trace. Donc, on est arrivé dans le corps. Et ça, c'est une égalité qui est dans le corps. Parce que les traces sont dans le corps, et ça, on ne s'en sortira pas. La matrice A, elle est à coefficient visiblement comme ça dans Z, mais elle n'est pas vraiment à coefficient dans Z. On est vraiment dans le corps. Et c'est ça le petit truc à payer quand on a la trace. Et ici, est-ce que c'est non nul? Eh bien non. Ça peut être nul selon la caractéristique du corps. Donc, on va se situer, attention, en caractéristique 0. Il n'y a que ça qui peut nous affirmer que cette matrice n'a pas de 0 sur la diagonale, elle est triangulaire de toute façon, et donc elle est inversible. Donc maintenant, en caractéristique 0, la preuve est terminée. C'est-à-dire que si on prend P sigma prime semblable à P sigma, eh ben, les puissances K vont être semblables, les traces vont être égales, et maintenant, on va récupérer
en faisant A-1 sur ces traces, les nu I, les nu L de sigma prime et les nu L de sigma qui vont être égales parce qu'elles vérifient le même système de Cramer. Voilà. Entre autres, on peut mettre ça dans les systèmes, si on veut. Voilà. Et donc, on a montré le lemme de Brouwer dans le cas de la caractéristique. Il se trouve que le lemme de Brouwer est aussi valable en caractéristique quelconque, c'est ça que l'on va voir. Donc, maintenant, on peut montrer le lemme de Brouwer, petit lemme du grand Brouwer, la partie réciproque, si P sigma est conjugué à P sigma prime, ou P sigma c'est les matrices de permutation de Sn, alors les permutations sont conjuguées dans Sn, mais cette fois-ci, quand K est de caractéristique quelconque, on est sur un corps quelconque. Là, c'est un petit peu plus impliqué, et autre méthode, autre invariant, on va prendre comme invariant la multiplicité géométrique de 1. Parce que celle-là, on peut la calculer assez facilement, et c'est effectivement un invariant, c'est-à-dire si deux matrices sont semblables, évidemment, elles n'ont pas même espace propre, mais les dimensions des sous-espaces propres sont les mêmes. D'accord ? Donc la multiplicité géométrique, c'est la même, c'est bien connu. On a une matrice de passage qui permet d'envoyer un sous-espace propre vers l'autre sous-espace propre correspondant pour la même valeur propre. Ok, donc c'est ça qu'on va prendre et on va l'appeler Mg sigma de 1. Alors, on va avoir besoin de deux prérequis. Mg sigma de 1, c'est égal au nombre de cycles dans la décomposition au cycle à support disjoint de sigma. Donc le nombre de cycles qu'on va rencontrer. D'accord ? Donc dans S4, une double transposition, on va avoir deux cycles. Si dans S5 on prend une double transposition, on va avoir deux cycles et un cycle, donc on va avoir 3. Mg sigma de 1 va être égal à 3. Voilà. Deuxième prérequis, si sigma est un cycle de longueur L, alors sigma puissance K se décompose en PGCD de K et L, cycle de longueur L sur PGCD de K et L. Bon. Vraiment, on sent les groupes cycliques. Si ça ne vous rappelle pas les groupes cycliques, ce truc, c'est que vous avez loupé quelque chose dans les groupes cycliques. Entre parenthèses, vous voyez bien que si L divise K, alors ça c'est L, et on a L cycle de longueur 1. L cycle de longueur 1, c'est exactement l'identité. Donc c'est le résultat qu'on avait trouvé dans la preuve précédente. Bon, alors allons-y. On va montrer déjà le premier prérequis. Je vais commencer par le montrer si sigma est un L cycle. Et on va le regarder sur le support. Alors, qu'est-ce que c'est que P sigma d'un vecteur? Alors, je prends un vecteur ici plutôt somme de alpha i e i allant de 1 à n. Et bien sûr, comme c'est le L cycle de 1 jusqu'à L, eh bien, je vais avoir somme de alpha i, je pousse juste EI plus 1. Je pousse modulo L, c'est-à-dire que quand j'arrive à L, L plus 1, je reprends 1. Alors maintenant, je veux que ce vecteur soit dans le sous-espace propre pour la valeur propre 1, donc j'efface là, ça c'est égal à ça, et donc j'ai égalité ici, ce qui me fait alpha i égale alpha i plus 1 pour tout i de 1 à n, sachant que pour i égale n, je retombe sur 1. Donc ça fait alpha i égale alpha i plus 1 pour tout i, et donc tout va être égal, de alpha 1 jusqu'à alpha n à cause de cette égalité, et je peux poser alpha ceci. Donc ça veut dire que mon vecteur propre, la seule possibilité, c'est que c'est alpha fois la somme des EI, donc ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, on vérifie que c'est bien un vecteur propre, donc Mg de 1, c'est 1.
Alors attention, c'est 1, bah oui, c'est le nombre de cycles dans la décomposition en cycle, puisqu'il n'y avait qu'un seul cycle. Donc là, c'est bon. Maintenant, que se passe-t-il si sigma est égal à un produit de cycles, dont des 1 cycle, à support disjoint. Le fait de prendre les 1 cycles, ça va faire qu'on va avoir une partition, tous les supports, ça va donner une partition des éléments de 1 à n. Alors dans ce cas-là, je pose E indice J, le sous-espace engendré par les EI, où I se balade dans le support de sigma J, ici, pour tous les J de 1 à n, eh bien, je vais avoir E qui va être en somme directe des EJ, puisque j'ai une partition ici, donc ici je vais avoir, c'est comme si je partitionnais ma base canonique, et maintenant, vous remarquerez que tous ces sous-espaces sont stables par P sigma, puisque on a un cycle, puisque EI, lui, il va vers E sigma de I, qui est aussi dans le support de sigma J. Donc, à partir du moment où je n'ai que des sous-espaces stables, je sais que mon sous-espace propre, d'accord? Alors attention, quand on prend l'intersection d'un sous-espace avec une somme directe, ce n'est pas la somme directe des intersections, mais ici, comme c'est le noyau, donc comme ça un sous-espace propre, et on prend une intersection d'une somme directe de sous-espaces stables, donc ça à y penser dans les leçons sur les sous-espaces stables, eh bien ça nous fait une somme directe de J égale 1 à M du noyau, ici, de P sigma moins identité, donc le sous-espace propre pour la valeur propre 1, inter EJ. Mais ça, c'est égal à 1, parce que les sigma J, c'est des cycles, et donc ça, c'est égal à 1, donc ça va faire égal, la dimension, ça va être égal à M, qui est exactement le nombre ici cherché. Voilà, maintenant on va démontrer le second. Alors maintenant, le deuxième prérequis, si sigma est un cycle de longueur L, sigma puissance K se décompose en PGCD de KL, cycle de longueur L sur PGCD de K et de L. Donc prenons un cycle de longueur L, on regarde sigma K, et regardons un cycle. Donc ici on va avoir un produit de cycle de la forme quoi? Prenons 1. 1 par sigma K, il va devenir 1 plus K. Puis 1 plus K va devenir 1 plus 2K, 1 plus 3K, etc. etc. Jusqu'où on va aller? Prenons A au lieu de 1. Bien, on va avoir A plus K, A plus 2K, etc. etc. jusqu'à ce que ça se reboucle sur A. Ben oui, mais les éléments qu'on va décrire ici, c'est exactement A plus le sous-groupe engendré par K dans Z sur LZ. D'accord ? On regarde ces éléments comme des éléments de Z sur LZ pour pouvoir justement appliquer cette addition quand on applique sigma K. Donc ici, on va avoir un produit de cycle, d'accord, de la forme A plus le sous-groupe engendré par K bar dans Z sur LZ. Et ça, regardez ce sous-groupe, d'accord, là ici, il est d'ordre l'ordre de K bar, c'est-à-dire dans Z sur LZ, et ça, tout le monde doit savoir que cet ordre-là, c'est L sur le PGCD de K et de L. Donc, il va y avoir L sur PGCD de K et de L éléments dans chaque cycle, et le nombre, finalement, de cycles dans la décomposition, eh bien, ça va être L sur ceci. On sait que toutes ces classes forment une partition de Z sur LZ de cardinal l'ordre de K bar. Donc, il y en a L sur le cardinal, ici, de K bar, c'est-à-dire L sur ça, et c'est-à-dire qu'il y a bien le nombre de cycles, c'est le PGCD ici. D'accord ? Peut-être que ça pourrait éclairer de donner un exemple. Donc prenons sigma puissance 4.
on va avoir 1, donc 1, 2, 3, 4, ça va faire 5, 1, 2, 3, 4, ça va faire 3, 1, 2, 3, 4, on revient sur 1. Puis ensuite, on va prendre 2, et là, on va avoir 6, 4, et 4, et 4, on reviendra sur 2. Donc en fait, c'est pas le 1 vraiment qui compte, c'est que quand on a ajouté, on ajoute K bar, alors le 4, ensuite on ajoute 4, ensuite on ajoute 4, et là, ça y est, ça fait 12, d'accord. La taille du cycle, bah, c'est l'ordre de 4, modulo 6, c'est-à-dire, c'est 6 divisé par le PGCD de 4 et de 6. PGCD de 4 et de 6, ça fait 2, 6 divisé par 2, ça fait 3. On a 3 éléments. Et si on a 3 éléments, donc on fait 6 divisé par 3 pour avoir le nombre de cycles. On a exactement le nombre de cycles. Ici, vous voyez qu'on a la partition, 1, 5, 3, et 2, 6, 4, qui va être la partition des nombres de 1 à 6, selon les classes. Ça va être la classe de 1, et ça va être la classe de 6, donc la classe de 0, ça va être le sous-groupe, et voilà, c'est un sous-groupe d'indice 2. Voilà. Après, on va regarder sigma 3. Sigma 3, ça va faire 1, 4 et 1. 2, 5, 3, 6, et voilà. Donc le sous-groupe, il est là, et ça, c'est la classe de 1, ça, c'est la classe de 2, modulo le sous-groupe. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'extirper à la classe de similitude de P sigma la classe de conjugaison de sigma. Mais cette fois-ci, K est en caractéristique quelconque. Donc on ne va pas pouvoir utiliser la trace qui nous ramène sur K. Bon. Et donc, on va utiliser les MK, c'est-à-dire MG de sigma de 1, donc les multiplicités géométriques de P sigma, pour la valeur propre 1, qu'on a calculé tout à l'heure, mais non pas pour sigma, cette fois-ci pour sigma K. Et ça, on l'appelle MK. Alors là, ces MK sont bien des entiers, c'est pas comme les traces qui sont dans le corps K, hein. C'est bien des entiers, on est dans Z, on est dans R, on est dans Q, on est dans ce que vous voulez. Alors allons-y. Combien vaut MK? Alors, on prend sigma, on a vu combien valait MK quand sigma était un cycle. C'était, quand c'est un cycle de longueur L, c'est le PGCD de K et de L. Là, quand ça va être sigma K, hein, comme tout à l'heure, on a sigma K, c'est le produit des sigma I puissance K, où les sigma I, ce sont les cycles voilà, de longueur L. Eh bien, on va avoir ici, MK, c'est la multiplicité d'accord, de la valeur propre 1. On regarde, on peut se ramener à des sous-espaces comme on a fait tout à l'heure, et faire la somme de ces multiplicités, parce que ce sont des sous-espaces stables, et on obtient facilement MK égale somme de L égale 1 à N, de justement ce qui se passe pour un cycle de longueur L, mais avec la multiplicité. Voilà. Donc maintenant, cette fois-ci, c'est cette matrice, mais cette fois-ci une matrice en caractéristique 0, qu'on va devoir inverser. Par contre, elle n'est pas triangulaire supérieure, hein. En revanche, elle est symétrique. Elle est symétrique réelle. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher sa signature, et sa signature, en fait, c'est qu'elle est définie positive. Donc en particulier, on a le déterminant de S, je l'appelais S, cette matrice, hein, okay. Donc vous pouvez vérifier, pour n égale 2, hein, d'accord, ça va faire 1, le PGCD de 1, 1, le PGCD de 1 et de 2, le PGCD de 2 et de 1, c'est la même chose, c'est symétrique, et le PGCD de 2 et de 2, ça fait 2, oui, c'est bien une matrice qui est symétrique, définie positive, ça se voit assez facilement, hein, voilà. Eh bien, regardez, alors d'abord, si je montre qu'elle est définie positive, donc son déterminant
est différent de 0. Donc on peut retrouver les nu L en fonction des MK. Et donc, dès que on aura une conjugaison ici entre deux matrices de permutation, et on va avoir les mêmes MK et donc les mêmes nu L, puisque les nu L vont s'écrire comme S-1 des MK. Et les mêmes nu L impliqueront la conjugaison entre sigma prime et sigma. Voilà. Alors, pourquoi c'est dans Sn++? Parce que je vais partir de cette forme quadratique sur Rn, où voilà, on a un élément de Rn, et l'image par la forme quadratique, c'est phi de j, xj carré, la somme pour j égale 1 à n. Phi, c'est l'indicatrice de l'aire. C'est donc bien défini positif, puisque phi de j est strictement positif pour j allant de 1 à n. C'est le nombre des entiers premiers avec j, et c'est strictement positif, il y a toujours 1. Maintenant, je vais regarder ça sur une autre base. Pour l'instant, on ne sait pas encore que c'est une base, mais on le verra facilement. Là, je vais prendre vk, un vecteur, donc le kème vecteur de ma base. Sa coordonnée en j, c'est 1 si j divise k, et 0 sinon, que j'appelle delta j divise k. Maintenant, je vais regarder... Alors, vous voyez que la matrice de passage entre la base canonique et les vk, elle est triangulaire supérieure, donc c'est bien une base. Maintenant, on va regarder si B c'est la forme polaire de Q, B de VL, VK. Donc ici, c'est juste du strabisme. Je vais avoir VLJ multiplié, ça va se dédoubler en VKJ. Donc c'est la somme pour J égale 1 à N de phi de J, et je vais avoir juste ces doubles produits ici. Mais si je divise L et je divise K, ça veut dire, c'est équivalent à dire que je divise le PGCD de L et K. Donc on aura des 1 uniquement quand J divise le PGCD. Donc maintenant je peux écrire que c'est la somme pour J divise le PGCD de L et K de phi de J. Voilà. Il n'y a que là qu'on a un 1. Pour avoir un 1, il faut avoir un 1 là et là. Et donc il faut que J divise ce PGCD. Mais cette somme-là, pour l'indicatrice de l'aire, je vous rappelle cette vieille formule que n, c'est la somme des d divise n de phi de d. Ça vient du fait que le groupe cyclique Z sur Nz, on l'a décomposé en éléments d'ordre d, qui divise n. Et bien, ici, on a L, le PGCD de n et de k. Donc, moralité, la nouvelle matrice de B, ou de Q si vous préférez, dans la nouvelle base VK, donc qui est formée des B de VL et VK, c'est exactement la matrice, ici, la matrice S. Donc comme S code une forme quadratique définie positive, S est définie positive, et on a terminé ce joli petit lemme de Brouwer.